I think the education about steroids is off. You can do steroids safely. Oh, you don't ready for this? You ready for this? Okay. Peut-on vraiment prendre des stéroïdes anabolisants de façon totalement sûre et sans aucun effet secondaire? C'est en tout cas ce que pense Breon Ansley, le vainqueur du Mister Olympia en classique physique les années 2017 et 2018. Et dans cette vidéo, je vais bien évidemment réagir à son podcast. Mais avant de commencer la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et sur ce, je vais vous mettre le générique parce que je sais que certaines personnes sont très déçues quand il n'est pas là. Générique. Too many kids early on start taking stuff. Oh yes, And I it's think definitely a problem. And they glorify it, you know. Yeah, it's definitely a problem. C'est vrai que concernant les stéroïdes, il y a eu plusieurs périodes dans le fitness et les différentes modes. Moi, j'ai pris le train en marche dans les années 2007, mais globalement, il y a eu des périodes où l'utilisation de stéroïdes anabolisants était totalement ouverte, notamment parce que c'était légal. On peut citer l'époque d'Arnold Schwarzenegger où tu pouvais aller en pharmacie, trouver des produits dopants. Et donc, pourquoi se cacher quand finalement tout le monde en prenait et surtout que, encore une fois, c'était légal. One of the most common questions I also get is, did we take steroids? The answer is yes, but it was not illegal. We talked about it very openly. Et ensuite, les stéroïdes ont été bannis, ont été considérés comme du dopage, à juste ou à non juste titre, je ne sais pas. En tout cas, ce ne sera pas l'objet de la vidéo. En tout cas, c'est devenu un produit dopant, donc ça a été interdit. Et donc, à partir de ce moment-là, il ne fallait plus du tout en parler. Mais également, il y a eu toute la vente de suppléments qui a commencé à remplacer les produits dopants. Donc finalement, c'était dans l'intérêt de personne, et notamment au niveau des magazines, de dire que les champions prenaient des produits dopants quand tu pouvais tout simplement dire qu'ils prenaient les suppléments qui étaient vendus par le même magazine. En 2007, quand j'ai commencé la musculation, le dopage, c'était quelque chose où on savait que ça existait, mais c'était quelque chose de tabou globalement. Personne ne te disait vraiment qu'il prenait des produits dopants, en tout cas pas de façon publique, bien évidemment que dans les milieux des salles de sport, les gens n'étaient pas non plus complètement naïfs quand une personne faisait 3 fois ta taille. Donc dans ce milieu-là, on va dire que dans l'espace privé, bien sûr que les gens en parlaient, mais en public, personne ne te disait, bon alors il n'y avait pas encore YouTube en 2007, mais c'est arrivé en 2010, 2011, 2012 pour les premières grosses chaînes YouTube de fitness. Alors c'était pas du tout comme aujourd'hui de façon aussi professionnelle, mais à cette époque-là, c'était clairement un tabou, les produits dopants, personne n'en prenait, tout le monde était naturel. Et finalement, le fait, quand il y avait une personne connue qui était d'un coup prise la main dans le sac de dopage parce que il y avait une capture d'écran, parce qu'il y avait quelque chose où on avait retrouvé son compte sur un forum internet qui parlait de produits dopants. Bref, c'était un énorme scandale et puis il perdait d'un seul coup tous ses sponsors. Et alors que finalement tout le monde savait un petit peu que les gens étaient dedans, mais c'était voilà encore une fois un tabou et c'était vraiment quelque chose qui était caché complètement. Attention, les stéroïdes c'est dangereux, c'est le mal, prenez bien sûr des suppléments, mais les stéroïdes n'y touchez pas. Et ensuite on a eu la vague où finalement les gens ont commencé à faire des aveux et à parler de façon honnête des produits dopants, voire même maintenant c'est quelque chose, comme il le dit, quasiment de glorifié. Il y a des jeunes et des moins jeunes qui disent clairement moi je suis dopé et faites comme moi parce que regardez, j'ai des gros muscles, j'ai aucun problème de santé. Et finalement, si le fait d'essayer de rendre la chose un peu plus transparente, c'est-à-dire voilà, j'ai grossi de façon énorme, j'ai un physique qui n'est pas atteignable naturellement, c'est quelque chose de louable. Le problème c'est que maintenant, c'est peut-être à l'extrême avec encore une fois des gens qui partagent leurs protocoles, leurs cures, leurs adresses, leurs bons plans. Est-ce qu'il faut vraiment montrer jusque à ce point-là les produits dopants? Je suis pas tellement sûr, mais à la limite c'est plutôt une question d'opinion et d'avis. Et probablement que la mode va commencer à changer à nouveau dans quelques années et je ne sais bien sûr pas ce que ce sera, mais en tout cas peut-être qu'on va revenir à des gens qui sont totalement naturels. I think the education about steroids is off to the public and to the masses out there, that steroids are still just bad. Yeah. You think steroids, you think bad, and don't do it. I totally disagree with that. I totally disagree with that. You can do steroids safely, monitoring blood work, with testing your body and making sure everything is good from the inside. Also with how you feel,
Malheureusement, c'est là où mon avis commence à, on va dire, diverger clairement de celui de Bréon. Quand il dit qu'on peut utiliser des produits dopants de façon totalement sûre et qu'il suffit d'écouter son ressenti, écouter son corps, de sentir un petit peu est-ce que ce matin je me suis réveillé en forme ou pas, est-ce que j'ai des signes avant-coureurs? Bien évidemment que ce sont des signaux qu'il faut prendre en compte si vous êtes sous produits dopants, mais il va y avoir deux problèmes à ça. Le premier problème, c'est que toutes les maladies ne peuvent pas être, on va dire, ressenties de façon clair par le corps, tout simplement parce que certaines maladies sont asymptomatiques. Vous prenez l'hypertension, vous prenez certaines maladies cardiaques avant l'infarctus, vous prenez certaines insuffisances cardiaques qui vont être compensées pendant très longtemps avant d'avoir des symptômes. Bref, il y a pas mal de choses qui peuvent être des gros problèmes, même ne serait-ce que la fameuse cytolyse hépatique, en gros l'atteinte du foie par les produits dopants. Tant que votre foie il n'est pas complètement détruit, eh bien vous pouvez vous balader avec des enzymes hépatiques, c'est-à-dire les marqueurs de dégâts au niveau du foie à 2, 3 fois, 4 fois la normale. Votre foie se détruit à petit feu et au final vous n'en saurez rien tant qu'il ne sera pas complètement détruit ou que vous n'aurez pas une cirrhose ou une complication grave de cette utilisation, justement de cette destruction à petit feu. Donc le fait d'écouter son corps et de le ressentir, c'est un argument qui est un petit peu, je dirais, pas fallacieux, et parce que je pense qu'il est naïf et je pense qu'il est de bonne foi quand il dit ça, mais clairement c'est quelque chose d'insuffisant. Lui, il n'a peut-être pas eu de problème de santé avec son utilisation de produits dopants, mais ça ne veut pas dire que la plupart des gens n'en auront pas. Maintenant, il a quand même raison effectivement quand il dit que les stéroïdes anabolisants sont clairement associé avec en gros quelque chose de mauvais. C'est vrai que quand tu parles de stéroïdes dans la population générale, c'est quelque chose qui est vu comme étant le diable, le démon, quelque chose d'hyper dangereux et peut-être un petit peu trop rendu dangereux, si je peux dire ça. Alors je sais que mes propos vont peut-être être sortis de leur contexte et je ne suis absolument pas pour l'utilisation des produits dopants parce que je pense qu'ils sont dangereux, mais c'est vrai qu'à l'inverse, des fois quand on entend certaines conversations, eh bien c'est un petit peu exagéré parce que vous allez le voir, il peut y avoir un petit peu de nuances et ils vont en parler juste après, notamment avec le type de produit, la durée d'utilisation et les dosages, puisque bien sûr tout ça, ça fait fortement varier. C'est comme si vous prenez un fumeur, une personne qui fume une cigarette par semaine ou par mois et une personne qui fume 2 paquets par jour, ce n'est pas la même chose en termes de risque. Maintenant, de là à dire que c'est totalement safe et surtout de dire qu'il suffit de se faire checker, ça n'est absolument pas suffisant. Tout simplement parce que les produits dopants, les stéroïdes, tout ce que vous voulez, toutes les hormones vont être des facteurs de risque pour développer certaines maladies. Un facteur de risque, ça veut dire que en soi, le fait de prendre des produits dopants, bien évidemment, si tu n'as pas de complications de cette pratique, eh bien, ça n'est pas quelque chose de dangereux. Jusque-là, il a raison. On peut dire la même chose, c'est comme le fait de fumer, si tu n'as pas de complications d'atteinte des poumons, d'atteinte cardiaque, d'encrassement des artères, de cancer de vessie, de cancer de la gorge. Bref, pour le tabac, je pourrais citer des caisses et des caisses et des caisses de maladies associées, mais finalement, tu peux tout à fait fumer pendant 5-10 ans et n'avoir aucune complication et donc te dire finalement c'est bon, je fume mais je me fais dépister, je me fais surveiller, donc finalement on peut tout à fait fumer de façon totalement sûre. Et bien évidemment, quand tu prends certains exemples, on a tous quelqu'un qu'on connaît qui a fumé jusqu'à l'âge de 90 ans et qui est mort de totalement autre chose en pleine santé. Bien évidemment que ces situations existent, mais ce sont je vais pas dire des exceptions parce qu'il faudrait sortir les statistiques et là les statistiques je ne les ai pas, donc je vais pas vous donner d'exception ou quoi, mais en tout cas ce n'est pas forcément quelque chose de sûr et ce n'est pas parce qu'on est surveillé régulièrement par des scanners, des radios de thorax, tout ce que vous voulez, que le fait de fumer et le fait de se faire dépister va annuler tous les risques. Je vais vous donner un exemple, admettons vous prenez un fumeur et vous lui faites tous les ans un scanner des poumons pour regarder s'il n'y a pas de cancer. On peut tout à fait dire que ce serait un dépistage. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de ce dépistage qui n'existe pas et qui est utilisé uniquement à titre d'exemple, mais si on faisait ce genre d'examen, et on pourrait tout à fait dire pourquoi on le fait tous les ans, pas tous les 3 mois, tous les 6 mois, parce qu'à un moment il faut bien fixer un délai, mais on va dire que tous les ans ce serait quelque chose de conceptuellement ok. Donc d'accord, ton scanner 2022, t'as pas de cancer, 2023, t'as pas de cancer, et tu continues de fumer parce que tu dis c'est bon, je suis surveillé, je n'ai pas de maladie, et puis pas de chance, 2024, paf, on te trouve une petite boule dans le poumon qui fait 2 cm. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Tu dis mince,
je vais arrêter de fumer parce qu'en fait, le tabac, bah, ça y est, je viens de me faire dépister, ça y est, j'ai une maladie. Bah, c'est exactement la même chose. Pour les produits dopants, oui, c'est un marqueur de risque. Ça veut dire qu'en soi, bien sûr, que si tu n'as aucune complication, les produits dopants, bah, peut-être que tant mieux pour toi, tu n'auras pas de problème. Et donc, peut-être que tu peux continuer. Attention, ne sortez pas, s'il vous plaît, ces propos de leur contexte. Mais même en faisant un dépistage cardiaque, admettons, annuel, un dépistage par une prise de sang tous les 3, tous les 6 mois, tout ce que tu veux, et ben le jour où tu développes un problème, admettons que sur ton bilan cardiaque, et ben ça y est, pas de chance, tu as une modification de l'électrocardiogramme, ton test d'effort est anormal parce qu'en fait tes artères sont en train de s'abîmer, que tu développes une hypertension, que tu fais un AVC par une hémorragie parce que tu auras fait une poussée de tension pendant une série lourde de squats ou tout ce que tu veux, et que tu auras une petite artère au niveau du cerveau qui se sera rompue, et que tu fais un AVC et que tu deviens hémiplégique, qu'est-ce que tu fais? La maladie, elle est là. Et c'est là le problème du facteur de risque. C'est qu'en fait, une pratique est à risque jusqu'au jour où tu développes la maladie et où parfois la maladie est irréversible. Bien sûr, certaines maladies peuvent être réversibles. Bien sûr que le but de se faire dépister, et je ne dis pas qu'il ne faut pas se faire dépister, je dis juste que le dépistage sert à prévenir certaines maladies et à parfois voir des signes avant-coureurs que finalement la pratique des produits dopants, l'utilisation des produits n'est pas du tout sûre et va aboutir à des conséquences. Et il y a notamment plusieurs bodybuilders qui se font dépister régulièrement. On peut citer Larry Wheels. J'avais fait aussi une vidéo sur Antoine Vaillant qui passait toute une batterie d'examens au niveau du cœur. Bref, bien sûr que le fait de se faire dépister, de se faire tester diminue le risque, mais il ne l'annule clairement pas. So many bodybuilders don't pay attention to them feeling bad, them having problems, and them symptoms coming up and all that. They just ignore it and go through it, and then it's kind of what you get. Yeah. If you're going to ignore it and not pay attention to it, it's your own fault. Je le trouve un petit peu dur et surtout inexact sur ses propos quand il dit en gros ceux qui ont des problèmes de santé, c'est qu'ils n'ont pas écouté leur corps, sous-entendu moi pas de problème, je me fais dépister régulièrement, j'écoute mon corps et je suis prêt à arrêter les produits si j'ai le moindre signe avant-coureur. La réponse c'est non, et je ne nous souhaite bien sûr pas d'avoir un problème de santé, mais encore une fois la maladie quand elle arrive, elle n'a pas forcément toqué à la porte ou prévenu avant en envoyant un fax, un courrier, un email, tout ce que vous voulez pour dire attention, dans 6 mois tu vas faire un infarctus, dans 1 an tu auras un cancer. Bref, donc je lui souhaite de ne rien avoir, mais à l'entendre, ceux qui ont eu des problèmes de santé l'ont forcément cherché. Alors oui, ils l'ont cherché en augmentant leur risque, en prenant des produits, mais pas forcément en ne se faisant pas dépister. Et j'ai des exemples en tête que je ne peux pas citer pour des raisons de confidentialité, mais malheureusement, tout ne prévient pas et vous avez beau faire des bilans, des dépistages, des examens cardiovasculaires, tout ce que vous voulez, le jour où vous faites un problème, encore une fois, il n'aura pas forcément prévenu avant et le dépistage a très bien pu être normal. Donc, encore une fois, un marqueur de risque augmente votre risque de développer des maladies et le dépistage ne sert qu'à réduire un petit peu le risque, mais il ne supprime clairement pas ce risque. I think one of the big things is also this generalization. You say steroids, and it's one category, and all the 60 different steroids there are, like people view them the same. Oh yes. So they're all gonna do the same. testosterone is the same as Trend, right? Does the same. It's like you're on steroids, and it's like on how much steroids are you? That's also there's just on and off. Yeah. Natty steroids. There's not natty, little bit, Yeah. little more. Yeah. Whole pharmacy. Yeah. You know, man. it's There's so many variables Yeah. that come into play with how it can be safe, with how it can be administered, with how it can be watched. Là encore, tout est un peu dans l'exagération. Donc bien sûr, alors il y a 2 choses dans ce passage-là. Le premier, c'est bien sûr sur la quantité de produits, sur le type de produit, sur la durée d'utilisation. Bien évidemment que tout ça, ce sont des variables qui vont jouer dans l'équation des problèmes de santé. Bien évidemment que si tu fais une cure de produits dopants avec des produits qui sont les moins dangereux, parce que oui, bien évidemment, avec de la testostérone classique et des esters beaucoup plus dangereux, comme notamment le trimbolone, qui est le plus puissant, mais aussi un des plus dangereux en termes de santé et un avec le plus d'effets secondaires, forcément, c'est tout un monde. De la même façon, et on va pas en parler parce que ça sort un peu de la vidéo et des stéroïdes anabolisants, mais on peut aussi parler des autres hormones, l'hormone de croissance, l'insuline, tout ce qui va être brûleur de graisse, tout ce qui va être diurétique aussi juste avant de monter sur scène, tout ça va bien évidemment majorer le risque parce que plus vous combinez les produits et plus vous risquez d'avoir des interactions, et je parle même pas des antalgiques et de tout ce qui va aller avec pour supporter les entraînements, etc. Mais tout ça pour dire que quand il dit bien évidemment que ça dépend de la dose et tout ça, oui, bien sûr que
pour à la fois le grand public, c'est quelque chose de difficile à comprendre parce qu'ils n'ont pas de connaissances là-dessus. Et c'est normal, hein, si vous leur demandez le trimbolone, le clenbuterol, qui n'est pas un stéroïde d'ailleurs, je le dis au passage, ou autre, ou la Navarre, ou tout ce que vous voulez. Bref, bien sûr que ça va pas du tout leur parler. Pour eux, c'est dopé ou pas dopé, et c'est ce qui les intéresse. Stéroïde ou pas stéroïde, est-ce que je peux avoir ce corps naturellement, ou est-ce que je vais devoir passer par la case dopage? Donc oui, le raisonnement est normal, mais c'est sûr qu'à titre individuel, plus vous prenez un produit dopant et donc un facteur de risque pendant longtemps, et plus l'effet est cumulatif. Et à l'inverse, plus vous prenez des produits qui sont dangereux, plus vous les associez et plus vous augmentez les doses. C'est comme toute molécule en pharmacologie, plus on augmente la dose et plus on a d'effet jusqu'à un certain point, parce qu'à un moment donné, l'effet recherché, donc l'effet anabolisant, n'augmentera pas plus, mais par contre les effets secondaires vont eux augmenter en flèche, tout simplement parce qu'on passe dans la zone de surdosage. En gros, on passe dans la zone de dangerosité thérapeutique, quand justement on peut schématiser, en gros tous les récepteurs anabolisants au niveau des cellules musculaires vont être saturés par les molécules, à la fin, qu'est-ce qui reste? Il restera plus que de la testostérone et de ton produit qui va circuler dans le sang et qui va aller faire tous les effets secondaires au niveau des autres organes. Donc, bien sûr que ça dépend de ça, il est évident que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte à titre individuel. Donc si vous êtes sous produit dopant et que vous en prenez beaucoup et beaucoup de molécules, déjà si vous passez à des cures beaucoup plus light, bien évidemment que votre risque va diminuer. Mais il ne va clairement pas être annulé et certainement pas ça peut vous rendre en meilleure santé. Alors oui et non en fait, et je suis un peu désolé, je vais pas être désolé, mais je vais quand même lui dire qu'il a raison dans certains cas. On peut citer des exemples de gens qui peuvent se sentir mieux, qui peuvent avoir de meilleures fonctions sous produits dopants, c'est vrai, mais ça n'est clairement pas une généralité et surtout, encore une fois, ce n'est pas parce qu'on se sent mieux et ce n'est pas parce que temporairement on est en meilleure santé que les effets secondaires ne peuvent pas arriver. Et je vais citer l'effet de certains médicaments qui vont être utilisés pour traiter des maladies, donc là encore sous surveillance médicale. Un médicament utilisé pour traiter une maladie X ou Y peut améliorer l'état de santé et la qualité de vie d'une personne parce qu'il va marcher, parce qu'il va contrôler la maladie, mais ça n'est pas exclu que dans 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, il n'y ait pas des effets secondaires liés à ce produit. Donc finalement, le fait de prendre, dès que vous prenez une molécule, que ce soit une hormone, un médicament, n'importe quoi, tout ce qui est actif peut avoir un risque d'effet secondaire. Donc, être en meilleure santé, oui, potentiellement, le jour où tu commences ta cure, quand tu vas prendre du muscle, oui, tu vas être peut-être en meilleure santé. Encore que, est-ce que l'état de santé dépend vraiment du niveau de masse musculaire? Je ne suis pas certain. Et quand on voit l'état des bodybuilders actuels, hyper musclés, est-ce qu'on peut vraiment parler de santé? Je ne sais pas. Mais ça, c'est un autre débat. Et encore une fois, j'adore le bodybuilding, mais associer la santé au bodybuilding et aux hormones, je pense que la limite est un peu floue et l'argument peut être un peu de mauvaise foi. If you'd be like on, let's say, 500 testosterone for decades, I think, and you work out and you eat healthy and you manage your blood pressure, you'll be in the top 0.1% healthiest people in the United States. But people will be like, taking steroids is unhealthy, some fat dude, right? Oui et non, c'est vrai que je vois très bien ce qu'il veut dire. Moi perso, je l'ai vécu non pas sur les produits dopants, mais sur les protéines. Quand tu sors ta barquette d'œufs ou quand tu sors ton shaker pas de produits dopants, pardon. Je pensais à un shaker de protéines en poudre qui n'est pas du dopage, mais c'est vrai que si tu sors ça dans un milieu de personnes non averties, tu auras toujours les gens qui vont dire « Oh là là, attention, tu prends des protéines, mais t'en as pas besoin, tu es en train de te ruiner la santé. Attention à tes reins. » Et c'est vrai que c'est toujours la personne dans la salle de repos qui est en train, un peu en surpoids, qui fait pas de sport, qui est en train de manger le paquet de chips ou bien son sandwich acheté à la cafette avec plein de graisse et tout ça et quasiment pas de protéines, qui va te faire la réflexion. Donc je vois très bien le type de commentaire qui va se recevoir de la personne qui clairement est déjà en mauvaise santé, ne fait pas de sport, est en surpoids, fume, va manger au McDo régulièrement et qui dit attention aux stéroïdes. Alors, il est vrai que, bien sûr, si on part dans ces comparaisons, si tu prends quelqu'un qui est en mauvaise santé et qui cumule tous les facteurs de risque, eh bien, c'est sûr que si tu as un bon mode de vie et même si tu prends des produits dopants, et c'est un peu bizarre de faire cette vidéo parce que j'ai l'impression que si on découpe les morceaux, mon message peut être mal interprété. Mais bon, j'espère que vous le comprendrez. Bien sûr que peut-être, et je n'ai pas de données chiffrées là encore,
peut-être que de prendre des produits dopants, ce sera moins risqué. Et il est vrai que c'est probable, mais est-ce que vous avez vraiment envie de vous comparer à des gens en mauvaise santé qui cumulent tous les facteurs de risque, obésité, tabac, hypertension, diabète, pas de sport, bref, pour vous dire « Ah mais j'ai moins de risque que cela de faire un infarctus ». Ouais, super le référentiel si tu prends les gens, notamment les Américains puisqu'ils viennent d'Amérique, qui sont un des pays où la mortalité cardiovasculaire est la plus élevée, bien évidemment que non. En tout cas, moi personnellement, j'ai envie de réduire mon risque et de me dire si je fais du sport, c'est pour rester en bonne santé et pas simplement me comparer à des gens dont le risque est hyper élevé. Je veux essayer de vivre en bonne santé le plus longtemps possible. Je fais du sport parce que ça me fait du bien. Et est-ce que le fait de prendre des produits dopants, à part pour mon ego quelque part, mes performances et j'ai envie de dire peut-être mon bien-être, parce que si j'avais un peu d'esprit de compétition, je me dirais j'ai envie de faire des performances plus importantes, plus intéressantes, d'aller faire de la compétition ou quoi que ce soit. Mais en termes de santé, je pense que c'est vraiment se voiler la face que de dire que de prendre des produits, ça peut avoir un impact positif. Et on n'en parle pas assez, mais il y a aussi l'impact mental, l'engrenage. Et j'ai fait des vidéos dessus, notamment avec Larry Wheels, où on voit que le fait de rentrer dans la spirale des produits dopants, c'est très difficile ensuite d'en sortir et qu'on peut avoir des effets psychologiques dont on parle là aussi pas assez, puisque les produits dopants les stéroïdes anabolisants pour mettre le mot, vont modifier votre psychologie, peuvent vous donner de l'anxiété, enfin bref, ça peut avoir des effets qui là encore ne peuvent pas être dépistés. La prise de sang ne te dira jamais, même si elle est normale, que tu fais des crises de panique toutes les semaines en te réveillant en sursaut et en pensant que tu vas mourir. Donc voilà pourquoi les stéroïdes, c'est à mon sens quelque chose qu'il faut décourager. C'est pas une pratique qui peut être considérée comme saine. Pour la performance, c'est autre chose, mais pour la santé, c'est se voiler la face que de penser qu'on peut les utiliser de façon sûre. Bref, je vais conclure la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu et encore une fois, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire parce que là, c'est finalement un sujet qui touche un petit peu à l'éthique et aux objectifs de chacun. Donc, je pense que vos avis seront intéressants. Avant de partir, n'oubliez pas, un pouce bleu, un abonnement à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Retrouvez-moi également sur Instagram et sur TikTok, ledoc.pm. Et sur ce, restez naturel et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous!